Les Bertranges, terre des possibles, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, que savez-vous de la communauté de communes Les Bertranges à 2 heures de Paris par l'autoroute de l'Arbre? Alors oui, d'accord, elle se situe principalement en région Bourgogne-Franche-Comté, à cheval sur les départements de la Nièvre et du Cher, oui. Parmi ces 32 communes qui la composent, on trouve des noms aussi évocateurs qu'Arzembouy, Saint-Aubin-les-Forges ou Tronçange, qui résonnent comme autant de promesses de découverte d'un terroir et d'une authenticité rurale, loin de toute toxicité urbaine. Hormis cela, les atouts de ce petit territoire du Far West bourguignon, comme on l'appelle, sont nombreux et ils appellent à une visite dans les meilleurs délais. Déjà, c'est le long de la Loire, à l'ouest du territoire et dans sa partie la plus sauvage, que se trouve sa ville iconique, la Charité-sur-Loire, l'a bien nommée. Elle fut une étape essentielle sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et demeure un site majeur de l'art roman bourguignon. Une ville fortifiée avec 900 ans d'histoire et qui accueillait les pèlerins sous l'hospice et la charité des moines clunisiens. La ville et son sublime prieuré vibrent encore de cette bienveillante histoire enchâssée entre ses remparts et chaque année, les mots, ceux de la langue française, y ont leur festival unique en leur genre. Mais la cité des Forges Royales à Guérigny, la réserve naturelle des Mardelles à Primerie, les vignobles des côtes de la Charité, la sublime forêt des Bertranges seront autant d'étapes réjouissantes dans la découverte de cet heureux territoire, maillé de bonnes surprises patrimoniales comme on les aime et que nous allons découvrir ensemble dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de cet authentique territoire, Les Bertranges, Henri Vallès est avec nous. Il est vice-président au tourisme à la communauté de communes Les Bertranges et maire de la Charité-sur-Loire. Bonjour, monsieur Vallès. Bonjour. Henri, j'allais en dire Henri parce que maintenant... On se connaît bien. On se connaît bien. Christiane Vavouille, présidente de l'Office de tourisme et hébergeuse également à La Marche. Avec, vous êtes propriétaire d'une chambre d'hôte au bord de Loire. Bonjour et merci de nous accueillir. Je vous en prie, 2 heures de route, hein, c'est pas très loin. 2 heures, pour je suis venir 5 minutes après la Charité, on brise déjà une première idée reçue, on est à 2h30 de la capitale. C'est ça. Philippe Lemoine est aussi avec nous, directeur de la Cité du Mot, installé au sein du prieuré clunisien. Bonjour. Bonjour Philippe. La grande date, ce sera quand pour vous? La grande date, c'est le 28 mai, l'ouverture du festival. D'accord. Alors, Henri Vallès, en tant que maire de la Charité-sur-Loire et aussi vice-président au tourisme de la communauté de communes Les Bertranges, rappelez-nous, on est situé où exactement? Pour un Parisien, pour un Marseillais, pour un Lyonnais, on est au centre, on est où? Alors, la ville de la Charité-sur-Loire et la communauté de communes Les Bertranges se situent à mi-chemin entre Paris et Clermont-Ferrand, voilà, sur l'A77. Et donc, c'est un territoire qui est très accessible, d'autant plus que la Charité-sur-Loire et notre territoire est situé sur un carrefour routier. On peut évoquer l'axe Est-Ouest, la nationale 151 qui relie également notre territoire depuis Troyes jusqu'à Poitiers. D'accord. En passant par Auxerre et Bourges pour la suite. D'accord. Donc en chiffres, c'est un territoire de combien de personnes? Alors on est à peu près 21 000 habitants pour 32 communes. Donc c'est beaucoup de petites communes rurales et 3 centres-bourgs, dont la Charité-sur-Loire, première commune avec 4 800 habitants, avec une population qui a diminué sur les dernières années avec les délocalisations qu'on connaît au niveau économique. Mais depuis 2 ans, la population est en train de se relever. Est-il vrai que la Charité-sur-Loire est la plus petite ville labellisée ville d'art et d'histoire de France? Oui, alors pour nous c'est une grande fierté, ce label ville d'art et d'histoire pour une petite commune comme la nôtre. Ça montre bien aussi l'importance du patrimoine historique et puis la dynamique qui est installée autour de la Cité du Mot. On en reparlera tout à l'heure bien sûr, mais ce prieuré clunisien et l'église qui est également patrimoine mondial, évidemment nous a amené à demander au début du XXIe siècle ce label, et on est très fiers de ce label Ville d'art et d'histoire. Alors Christiane Vavouille, présidente de l'Office de tourisme de la communauté de communes Les Bertranges, décrivez à nos auditeurs la physionomie du paysage. Qu'est-ce que nous avons comme terrain? Qu'est-ce qu'on voit? C'est vallonné, il y a des coteaux, une rivière. Alors c'est très diversifié. Voilà, donc on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie pas. Vous avez la Loire, bien sûr. Ça, c'est à l'ouest de la communauté. Moi j'ai la chance de vivre juste en face, donc tous les jours quand je me réveille le matin, j'ai le plaisir de pouvoir la découvrir. Ensuite, et dans son côté le plus sauvage. Hein. C'est la Loire, exactement. C'est la partie la plus sauvage, c'est la plus méconnue aussi. Oui, c'est vrai. Entre Roanne et Briare. Et effectivement, c'est
la partie la plus intéressante au niveau de sa faune, au niveau de sa flore. On va en reparler un peu plus tard, mais voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir sur la vie sur le fleuve, donc sur la vie du bassin ligérien. Ensuite, nous avons la forêt. Voilà, donc, très belle forêt, magnifique majestueuse. forêt, deuxième chênaie de France. Après Tronchet. Après Tronchet, exactement, qui a été plantée donc par les moines bénédictins. Les fameux. Les mêmes que le prieuré, non? Oui, exactement. Cluny. Donc, qui ont fait prospérer la forêt. Et des vallons également, beaucoup de campagnes. C'est une terre rurale. On est à la campagne. D'accord, on est à la campagne, c'est une vie rurale. Et pour moi, qui suis une ancienne parisienne, voilà, c'est une déconnexion. C'est moche votre révélation que vous venez de nous faire là. Vous avez quitté Paris pour aller là-bas? À la campagne. Et j'assume complètement. Alors, tout de suite, avec mari et enfant? Mari et enfant, et tout se passe très bien. Et très sincèrement, je regrette absolument pas ce choix de changement de vie donc dans les Bertranges. Oui, c'est vrai. Ça procure d'abord une meilleure qualité de vie, on est d'accord? Meilleure qualité de vie, proximité avec les personnes, les habitants. Il faut se dire aussi que c'est quand même plus accessible que la région parisienne en termes d'immobilier. Voilà, l'immobilier est quand même beaucoup plus accessible. Vous confirmez, monsieur le maire, hein, l'immobilier est à combien, la Charité? On est sur des ratios autour de... 3 000 € le mètre? Oui, à peine même. 2008, voilà. Et puis le foncier est pas cher, autour de 20 € le mètre carré de foncier. 20 € le mètre carré? Oui. Je vais acheter un truc. Vous êtes obligé, ce Giquel. Je suis obligé. Carnet de chèques à la fin de l'émission. Très bien. Un petit mot sur La Marche, Madame Bavely. Alors La Marche est un village de 540 habitants. Oui, plein de charme aussi. Très charmant. Donc il y a une histoire commune avec celle de la Charité-sur-Loire. Puisque voilà, au Moyen-Âge, il y avait une vie très, très intense entre... Monsieur le maire, désolé, mais La Marche et la Charité-sur-Loire étaient concurrentes à cette époque-là. À l'époque. Et donc voilà, on a aussi un donjon qui est inscrit au monument historique, et notre village a signé une convention avec Natura 2000, justement pour permettre de préserver notre environnement et de limiter au maximum l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. J'arrive en train pour visiter les Bertranges, j'arrive où? La Charité-sur-Loire. Directement. Donc depuis Paris-Bercy. Ok. Et donc après, on est à 5 minutes. Donc il y a des taxis pour vous emmener de la Charité. C'est incroyable, des vrais taxis. Il y a des taxis, voilà. Il faut le dire. Alors, et après, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher, s'il n'y avait pas de possibilité, d'aller chercher moi-même les voyageurs je vous à la gare. Si jamais il y a un souci, je vous appellerai. Mais venez en train, effectivement, parce que nous, on a la chance. Alors, évidemment, les gens disent qu'il n'est pas toujours à l'heure, mais c'est pas tout à fait vrai. Évidemment, on parle que des exceptions. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est un territoire qui n'est pas du tout enclavé. On a entre 6 et 8 allers-retours par jour depuis Paris et Bercy. Ah oui. Donc depuis 6h du matin jusqu'à 20h le soir. Et donc ça, c'est un élément d'attractivité majeur pour notre territoire. On pourrait presque imaginer habiter la Charité et travailler à Paris. Écoutez, c'est le cas, puisqu'on a de plus en plus d'habitants qui occupent notre territoire, on va dire, dans le cadre de résidences que nous, on appelle résidences partagées, puisqu'ils sont, pour une bonne partie d'entre eux, présents chez nous chaque semaine, 2, 3, 4 jours par semaine, avec l'arrivée de la fibre, bien évidemment, et puis cette mobilité par le rail et puis aussi par l'autoroute dont on a parlé tout à l'heure, la 77. L'autoroute de l'Arbre. L'autoroute de l'Arbre, oui, effectivement. Alors pourquoi on l'appelle comme ça pour nos auditeurs? Écoutez, c'est parce que on était dans la période où on a commencé, elle était construite à cheval sur les 2 siècles, et c'est là où on a commencé de s'intéresser à l'environnement, et il fallait planter beaucoup d'arbres sur les bords d'autoroute. C'était une contrainte qui était donnée par l'État, et effectivement, on a peu de voitures encore pour le moment, parce qu'au sud... C'est une autoroute quasi déserte. Oui, ce tronçon d'autoroute s'arrête, on va dire, entre Nevers et Moulins, et doit se poursuivre jusqu'à Roanne et Lyon. Dans 2 ans, logiquement, les travaux sont finis, et là, on devrait avoir un peu plus de circulation, mais on a bien les arbres. Très bien. Bon, super. Philippe Lemoine, vous êtes directeur de la Cité du Mot. Racontez-nous cette saga, et comment une petite ville comme la Charité-sur-Loire abrite un centre unique en France, voire au monde. Un centre unique en France et voire au monde, absolument. C'est une ville aussi assez unique, on en a parlé là. C'est une ville qui s'est construite autour d'un site religieux important, le prieuré de la Charité, fille aînée de Cluny, c'est-à-dire que au tournant du
du millénaire, Cluny est vraiment la force, avec le Vatican, la force religieuse en Europe. Qui gère déjà une centaine de centres en Europe. Hein, enfin pas encore en fait, et c'est plus tard, puisque c'est la mission qui est confiée à la Charité par Cluny, c'est d'essaimer la voie de Cluny à travers l'Europe. Donc la Charité-sur-Loire va être vraiment le point de départ de très très nombreux prieurés et de création de prieurés à travers l'Europe. 70 à peu près. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un centre administratif fort. La ville n'existe pas vraiment à l'époque et finalement la ville se crée autour du prieuré. Et la Charité-sur-Loire a cette particularité d'être une ville qui s'est construite autour d'un site religieux remarquable. Il est comment ce site religieux aujourd'hui? Parce que nous, à Paris, nous avons notre Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe. Et vous, c'est votre Arc de Triomphe, c'est le cloître, le prieuré. C'est le cloître et c'est l'église Notre-Dame de la Charité, puisque c'est l'église qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est de l'art roman bourguignon? C'est de l'art roman bourguignon. C'est un prieuré qui est créé en 1059, fondé en 1059. Et puis l'église se construit ensuite pour être jusqu'à la 3e plus grande église de la chrétienté, après Saint-Prière de Rome et après Cluny. Donc on est quand même sur de l'art roman bourguignon monumental. Et le cloître, des voûtes, des cloîtres, enfin c'est vraiment... il est intact. Alors il est intact, non, le patrimoine n'est jamais intact, l'histoire est longue, l'histoire est complexe, les bâtiments bougent, et c'est ce qui fait la force de ce site de la Charité, c'est-à-dire que son histoire a été une histoire aussi de moments où il y a de l'argent, des moments où il y en a moins, des moments où il y a des incendies, notamment un grand incendie 500 ans après la création, en 1559, qui détruit une grande partie du site. Donc un des intérêts incroyables de la Charité quand on se balade, c'est qu'on ne sait jamais trop si on est dans le prieuré ou dans la ville. Ah oui. Il n'y a pas vraiment, comme souvent pour des abbayes, un enclos prieurale qui vraiment coupe le prieuré de la ville. Là, on le traverse pour aller au marché ou pour aller se garer ou pour quand on habite en ville. Des gens y habitent également, puisqu'en fait, il a cette particularité d'avoir été vendu par l'eau à la Révolution et non pas détruit. D'accord. Ce qui fait que les gens se sont emparés. Monsieur le maire parle souvent du Bernard l'Ermite, c'est vraiment ça. Les gens se sont emparés de ce prieuré qui est devenu un quartier de la ville et c'est un quart du centre-ville historique. Et donc c'est un quartier de ville qui pendant des années s'est un peu abîmé et ça a un peu disparu dans la ville et qui depuis maintenant une trentaine d'années renaît de ses cendres. Et en cela le classement au patrimoine mondial UNESCO a été un des moteurs du renouveau du site. Mais quel merveilleux conteur, ce monsieur Lemoine. Hein? On a bien fait de l'inviter. Oui, le bien nommé, monsieur Lemoine. Oui, en plus, il s'appelle Lemoine. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve dans cette découverte de la communauté de communes Les Bertranges. À tout de suite. Les Bertranges, terre des possibles, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La communauté de communes Les Bertranges, c'est 21 000 habitants, 32 communes, 594 km². C'est gros comme l'île de Sainte-Lucie aux Antilles. Hein. J'ai regardé, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, c'est une petite île. Hein. C'est un petit îlot en Bourgogne, on peut dire ça, monsieur le maire. Oui, alors c'est une pépite, on va dire. C'est un responsable du tourisme départemental disait que c'était la Tour Eiffel. Vous avez évoqué la Tour Eiffel tout à l'heure. La ville de la Charité, avec son église et son prieuré, c'est la Tour Eiffel du territoire. Oui, c'est vrai que on est le seul site UNESCO du département. Philippe vient d'en parler. Et on a un environnement, un écrin naturel qui est remarquable. Les moines s'y sont pas trompés. Ils se sont installés là sur ce site, au bord de Loire, sur un coteau de Loire. Et effectivement, la ville s'est construite autour de ça. Aujourd'hui, on a une Loire naturelle, une Loire sauvage magnifique, avec des îles. On l'appelle aussi la Loire des îles. Et cette Loire, elle est fantastique, elle est remarquable. Et nous, on a la chance d'avoir une île un peu plus importante que les autres, qu'on relie par un pont de pierre qui a été classé, un pont du XVe siècle. Et depuis cette île, on a une vue remarquable sur la ville. Et donc cette Loire, elle est extrêmement importante. On s'appelle la Charité sur Loire depuis seulement le XXe siècle. Et ce sur Loire, il est essentiel parce que ce coteau de Loire, il donne un aspect fantastique en termes de nature. On peut se balader sur le bord de Loire. Il y a la Loire à vélo qui arrive et on a le chemin de Saint-Jacques qui traverse. Et donc, on a un écrin remarquable. Bon, tout à l'heure, Christiane a parlé de la forêt domaniale, mais on a des paysages remarquables sur notre territoire où on peut se balader à pied, à vélo,
à cheval. Et voilà, on a plein d'activités. On est dans une campagne qui n'est pas isolée, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on est sur un carrefour routier, on est très accessible. Et un week-end, c'est très facile. Et on peut faire plein de choses entre patrimoine historique et patrimoine naturel. Absolument. Christiane Vavouille, vous êtes présidente de l'Office du tourisme et puis vous avez aussi une des chambres d'hôtes en bord de Loire, au beau bord de Loire, qui s'appelle comme ça, à la Marche. Alors, oui, mon établissement s'appelle Au bord de Loire et je suis en bord de Loire. Qu'est-ce que votre établissement a de particulier? Qu'est-ce qui vous a fait craquer un jour quand vous l'avez vu? Sa situation, vraiment, elle est unique, au bord de la Loire. J'ai la chance d'accueillir, on le disait, on a parlé de vélo, mais j'ai beaucoup de personnes en canoë. Puisqu'en fait, dans notre village, nous avons un lieu où les personnes peuvent débarquer et je suis vraiment à 100 mètres du débarcadère. Ils viennent d'où, ceux qui débarquent en canoë? De Nevers. Ah, ils viennent de Nevers? Oui. Combien de kilomètres ça fait, ça? Alors, par la Loire, je ne sais pas. Par la route, c'est 20 minutes. Ah oui, donc oui, ça fait une vingtaine de kilomètres. Ouais. Donc, ça se fait assez bien. Et en général, voilà, on parlait d'un week-end. Vous prenez le canoë à Nevers, vous faites une étape à la Marche, et puis ensuite, vous continuez en direction de Sancerre, Saint-Satur. Certains font de la descente de Loire jusqu'à Nantes. Mais vous l'avez fait, ça, monsieur le maire? Alors non, moi je ne suis pas allé jusqu'à Nantes, mais effectivement, à de nombreuses occasions, j'ai pu faire des descentes de Loire en famille avec mes anciens étudiants, etc. etc. Ouais. C'est fantastique. C'est génial. Ouais, oui, c'est un fleuve qui est tranquille, mais parfois dangereux malgré tout. Donc on ne peut pas descendre la Loire à toute saison, mais on va dire depuis le mois de mars-avril jusqu'à septembre-octobre, on peut descendre en famille sans problème. Et c'est vraiment la nature dans toutes ses expressions avec une biodiversité incroyable. C'est vrai. Alors, sur un week-end, je vais aller jusqu'à Nantes. Non, je parlais des petites descentes locales, bien évidemment. Ouais. Alors, il y en a qui font effectivement sur 15 jours des descentes jusqu'à l'embouchure de la Loire. Ouais, d'accord. Il passe à Angers, donc, dans le Maine-et-Loire. Oui, tout à fait. Et donc, le bâtiment aussi est remarquable. Alors, c'est un bâtiment qui date du 18e, qu'on est en train de restaurer avec mon mari. On a créé 3 chambres d'hôtes. On embrasse, on salue. Comment il s'appelle, votre mari? Mon mari? Votre prénom? Yannick. Yannick, on salue Yannick. Bon courage Yannick. Bonjour Yannick. Voilà, justement, il est en train de manier. Il est en train de bosser, oui. Et voilà, exactement. Et donc, on fait également table d'hôtes. D'accord. Pour justement les personnes qui viendraient à vélo, donc proposer une offre de restauration. Et en termes de quand les personnes qui viennent nous voir, on leur propose en fait un petit voyage culinaire. Alors pas forcément bourguignon, puisque je pense qu'on a un pays qui est suffisamment riche en termes de terroir pour pouvoir s'amuser. Et c'est mon mari qui est aussi le cuisinier. Alors, voilà, votre mari fait tout, quoi? C'est mon couteau suisse. Ah oui, non mais il est formidable. Voilà, il faut le garder. Faut le garder. Je le prête pas. Monsieur le maire, quand on parle de l'identité et du terroir de la communauté de communes Les Bertranges, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur la Bourgogne, on est sur la Nièvre, on est sur plein de... Oui, alors on est effectivement notre situation géographique fait que on peut dire on est sur un seuil géographique. Alors on n'est pas forcément identifié a priori en Bourgogne, puisque la Bourgogne c'est plutôt évidemment l'axe Dijon, Beaune, Châlons. Néanmoins, comme certains territoires de Lyon qui sont des territoires voisins, on est bien dans la région Bourgogne-Franche-Comté maintenant, et donc on est tout à fait à l'ouest de cette région. Et ce territoire, il a quand même beaucoup de points communs avec la Bourgogne, par ses paysages, par ses produits gastronomiques. On a, vous savez qu'à côté on a le vignoble de Sancerre, et puis plus près de nous de Pouilly-sur-Loire, le fameux Pouilly fumé. Mais on a aussi nous notre vin local, le Côte de la Charité, qui en fait le premier à avoir été créé par les moines. Encore une fois, ce sont les moines. Qu'est-ce qu'on doit aux moines Oui, le pinard, c'est les moines. Et donc on a un excellent vin. Alors nous, on est effectivement y compris dans ce domaine ancré dans la Bourgogne, puisque les 2 cépages sont les cépages bourguignons, donc le pinot noir et le chardonnay pour le blanc, et on a aujourd'hui des vins d'excellente qualité, notamment avec des vignerons qui se sont, j'ai envie de dire, la profession s'est très largement rajeunie, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui sont des familles de Pouilly ou de Sancerre qui ont investi, racheté des territoires et des vignes à la Charité-sur-Loire. Aujourd'hui, on a une production de Côte de la Charité excellente. D'accord.
Philippe Lemoine, on va parler des mots encore, à nouveau, parce que c'est bien d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer exactement le 28 mai et le 1er juin, qui est la date phare de la manifestation? La date phare, effectivement, à la Charité-sur-Loire depuis 2005, c'est le mois de mai, et maintenant c'est le week-end de l'Ascension. C'est le festival du mot, et maintenant s'appelle Aux Quatre Coins du Mot. En tout cas, c'est la grande fête des mots à la Charité-sur-Loire, tous les ans, donc depuis 20 ans. Et c'est un festival pas comme les autres, puisque c'est pas vraiment un festival littéraire. Enfin, c'est un festival qui rentre pas dans les cases. Il est hybride. On a bien compris que finalement le territoire aussi est hybride. Il est à l'image du territoire. Il est à l'image du territoire. Et du maire aussi. Et que le maire est hybride. Voilà, le maire est hybride, je ne sais pas, mais en tout cas le territoire l'est. Et en gros, c'est comment est-ce que on peut animer une petite ville, on peut tout faire à pied. Donc on est sur un territoire merveilleux pour faire un festival. Il y a des anciennes salles, il y a des équipements un peu plus récents, et donc nous là-dedans, on amène les mots, le mot sous toutes ses formes. Donc ça peut être, il y a une 60aine de propositions pendant ces 5 jours. Ce sont des artistes, des journalistes, des amoureux des mots, des poètes, des linguistes, slameurs. Des slameurs, des humoristes, des dessinateurs, de la BD, de tout. Cette année, ils ont un temps imparti ou ils ont. Alors, il y a une 60aine de propositions, donc il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a des débats, il y a des spectacles, il y a des lectures, des expositions, et beaucoup d'ateliers, beaucoup d'événements participatifs. En fait, ce festival, il se développe de plus en plus dans un format participatif. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi avec le besoin et les envies des publics actuellement, de venir en famille à la Charité-sur-Loire un week-end, se trouver dans le cloître. Et communiquer avec le participant. Voilà, et de pouvoir participer, par exemple, on peut apprendre à chanter une chanson. Allez-y, vous avez appris un truc ou non? Non. Alors, il y a 3 ans, on avait appris au public à chanter Takati Takité de Bobby Lapointe, mais je ne le ferai pas ici parce que c'est pas simple. Et voilà, cette année, par exemple, on pourra apprendre à chanter en grec ancien. Voilà. Donc ça permet comme ça sur une heure ou 2 heures de s'amuser autour d'un atelier. Et puis il y a évidemment des rendez-vous plus importants et des rendez-vous phares avec des artistes plus connus qui viennent. Cette année, on aura notamment un humoriste que beaucoup de gens aiment en France, qui s'appelle Sébastien Marx, qui est un Américain qui s'est installé en France. J'ai vu sur scène à Paris là. Il se moque de nous, hein. Il se moque de nous, il se moque de lui aussi, et il fait beaucoup de recherches sur ses travaux. Il adore s'amuser avec la langue française et avec tous nos petits travers, donc c'est vraiment très drôle. Et puis on accueillera par exemple le lendemain Jacques Gamblin, l'acteur Jacques Gamblin qu'on aime beaucoup et que beaucoup de gens aiment beaucoup, et qui lui, vous vous souvenez peut-être, a incarné il y a quelques années au cinéma le facteur Cheval. Ah oui. Dans un film éponyme, et en fait c'est une rencontre incroyable pour lui avec ce personnage. Il en a fait un livre qui s'appelle Cher Cheval, et là il monte sur scène pour dire des passages de ce livre et mettre en scène finalement ce livre. Donc voilà, on est le mot sous toutes ses formes. Ce sera un seul en scène. Ce sera un seul en scène pour ce qui est de Jacques Gamblin, effectivement, avec tout un environnement sonore créé spécialement également pour la soirée. Donc voilà, vous pouvez arriver à 10h le matin et finir à 23h en ayant... C'est sur 3 jours, hein. C'est sur 4 jours et demi, puisque c'est le week-end de l'Ascension, donc on commence le mercredi soir, et puis il y a jeudi de l'Ascension, le vendredi, qui maintenant est férié également, notamment pour l'éducation nationale, donc les enfants n'ont pas école, donc vous avez jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, on finira dimanche midi avec un grand banquet participatif. Évidemment. Donc voilà, vous pouvez amener votre panier pique-nique, et on vous racontera plein d'histoires dans le cloître pour terminer le festival. Ce sera un très bon moment, j'ai l'impression. Ce qu'on peut peut-être signaler du coup autour de ce prieuré, cette cité du mot, c'est le fait que cette culture du mot à la Charité, elle a pris beaucoup d'ampleur. Et pour les gens qui viendraient nous voir à cette occasion ou à tout moment de l'année, ils auront la possibilité de se promener dans le cœur de ville historique et de pouvoir lever la tête et de lire un tas de citations sur les murs de la ville. Partout. Ça, c'est très original. C'est bien, je crois qu'on est la seule ville en France à avoir développé ça. Vous avez, je ne sais plus combien... Il y a à peu près 150 citations dans le centre historique. Qui sont peintes sur les murs ? Voilà, elles ont été peintes sur les murs pendant toute l'histoire du Festival du mot, donc de 2005 à 2017, je crois, ou 2016. Chaque année, il y avait des citations qui étaient écrites et rajoutées sur les murs de la ville, sur les vitrines des boutiques. Très bien. Donc on se balade et à chaque coin de rue, il y a des citations. D'ailleurs, on doit marquer une petite pause et vous allez me citer les citations de tête tout à l'heure, juste après la pub. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, chers amis. Les Bertranges, terre des possibles, présente
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Oui, chers amis, nous sommes en région Bourgogne-Franche-Comté, à cheval sur les départements de la Nièvre et du Cher, avec nos invités. La communauté de communes Les Bertranges, représentée par ses brillants porte-parole et ambassadeurs. Henri Vallès, vice-président au tourisme à la communauté de communes Les Bertranges et maire de la Charité-sur-Loire. Christiane Vavouille est avec nous également. Elle est présidente de l'office de tourisme à la Charité-sur-Loire. Le comité de communes Les Bertranges. Et Philippe Lemoine, le directeur de la Cité du Mot. On en parlait tout à l'heure. La Charité-sur-Loire, il y a des citations sur les murs partout. Et il y en a 150 depuis que le festival existe. Et vous avez trouvé 2 citations emblématiques. Alors moi je vais commencer parce qu'on a également à la Charité du patrimoine plus récent, patrimoine du XXe siècle, un patrimoine industriel ou là en l'occurrence agricole. On a un magnifique silo qui est juste à l'arrière de la gare. On s'attarde un peu sur ce bâtiment, il est extraordinaire. Sur les murs de ce silo, je vais en parler tout de suite après, on a une citation remarquable. Quand vous arrivez en train à la Charité-sur-Loire, vous tournez la tête et vous avez une citation remarquable, c'est « Je ne suis pas seul, il y a les mots ». Oh oui, bah oui, c'est beau ça. C'est très beau. Sur le silo. En gros sur le silo. Alors ce silo... Oui, rappelons à nos auditeurs ce que c'est qu'un silo. Alors un silo, vous savez, c'est l'endroit où on stockait le grain après les moissons. Ce silo, il a été construit... En béton énorme. Oui, en béton. Il est immense, on dirait un paquebot. Alors il a été construit dans les années 50. Par les Américains ou sur le modèle des silos américains des années 30. Il est génial ce truc. Dans le cadre du plan Marshall. Moi j'ai plein d'idées pour faire des trucs... Alors effectivement, ce silo... Alors aujourd'hui, c'est une sorte de friche agricole, une friche industrielle, on pourrait dire. Et pendant longtemps, on ne savait pas quoi en faire. Hein. Et voilà, il appartenait aux coopératives successives. Aujourd'hui, le projet, c'est un rachat par la force publique et puis d'installer des activités. Alors, il y a un projet avec un Américain, justement, qui a fait des études supérieures en France, qui est installé en particulier en Allemagne aujourd'hui et qui est brasseur et qui voudrait montrer une brasserie avec centre de formation autour de la fabrication de la bière, mais aussi, pourquoi pas, centre de formation pour les particuliers autour du pain. Et puis, l'idée majeure, ce serait d'installer aussi un restaurant panoramique. Parce en rooftop. Tout en haut de ce silo, on a une vue incroyable sur la vallée de la Loire, ce truc est génial. sur les paysages du Cher et de l'autre côté sur la forêt domaniale des Bertranges. Bon, voilà, ce projet il est en cours, il n'est pas abouti, mais c'est Qu'est-ce qui vous manque? fantastique. Les idées, vous les avez? Le budget? À votre avis? Le budget, d'accord. Oui, on est en train de travailler. Et comme on a beaucoup de projets en parallèle d'envergure, dont l'installation réelle de la Cité du Mot, mais aussi des travaux importants sur l'église, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Parce que c'est quand même essentiel. Et puis, évidemment, comme toutes les communes, on essaye d'isoler les bâtiments publics. On est sur un gros projet d'isolation de l'école. Donc ça, c'est un très, très gros budget. Donc, effectivement, le silo, c'est moins facile parce que c'est un projet qu'on doit mener en association publique-privée. Donc, il faut trouver les fonds nécessaires, effectivement. Et on pourrait y mettre des salles culturelles aussi dans ce silo, il est tellement vaste. Alors, effectivement, la volonté, ce serait aussi, parce qu'il y aurait ce lieu serait visité et visitable, si je puis dire, par le grand public, autour de la fabrication de la bière et du pain, comme je le disais. Mais évidemment, comme les espaces sont considérables, on peut en faire un lieu d'exposition, un lieu de développement. Notamment, les idées étaient beaucoup autour de l'art contemporain. Voilà, donc effectivement, c'est un lieu qui peut être un lieu hybride, comme on dit aujourd'hui, et un lieu vraiment extrêmement intéressant du point de vue du patrimoine beaucoup plus récent du XXe siècle. Et là, on voit que entre le XIe, XIIe siècle des moines et puis le travail qui est fait par beaucoup plus proche de nous au XXe siècle, il y a un lien. D'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, notre porteur de projet américain, lui, sa volonté, ce serait d'exporter de la bière aux États-Unis. Alors ça va pas être facile là. Hein. Avec Donald, en ce moment, c'est chaud l'ambiance. Mais on va dire que les choses vont peut-être s'arranger. En tout cas, on le souhaite tous. L'idée, c'est de s'appuyer aussi sur l'histoire de la ville et sur les moines pour vendre de la bière aux États-Unis avec le label des moines bénédictins. Avec une tête de moine bénédictin, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un logo des communautés de communes Les Bertranges? Oui, alors magnifique logo. Moi, j'en suis très très fier. Ah, parlons-en. C'est une feuille de chêne pour nos auditeurs qui n'ont pas la... C'est une feuille de chêne, on va dire stylisée, érigée vraiment en verticale.
pour montrer qu'on est dans une zone où le territoire est très très forestier, mais en même temps c'est une forêt qui est intéressante d'un point de vue touristique et du point de vue pour permettre de découvrir la nature et débrancher, comme on dit nous aujourd'hui dans nos... Ça, débrancher en forêt, c'est... Ouais, débrancher pour rebrancher, bien évidemment. Débrancher de la ville pour se rebrancher sur l'arbre. Donc le chêne, c'est vraiment l'emblème de notre forêt, mais on l'a stylisé, on l'a érigé vers le haut pour dire qu'on a un territoire qui regarde vers le haut. Et si vous avez pu regarder, tout autour, il y a 3 segments circulaires autour de cette feuille de chêne, qui sont évidemment en bleu, qui correspondent justement à la Loire et aux 2 Nièvres. Puisqu'on n'a pas parlé des rivières, mais la Nièvre, c'est une rivière, ce n'est pas qu'un département. Et il s'avère qu'il y a 2 branches principales pour la Nièvre, et donc ça nous fait voilà. Et donc on a un logo qui représente vraiment à la fois la nature, mais en même temps l'ambition du territoire. Il est bien, monsieur le maire, hein. Il vend bien son territoire, il y croit, dur comme ça. Je suis très très fier de mon territoire. Vous avez toutes les raisons de l'être. Christiane Vavouille, là on a parlé de la Charité-sur-Loire, on a parlé de la marche, on a parlé du Festival des mots, on va revenir sur le Festival des mots, mais si on veut explorer d'autres parties du territoire, qu'est-ce que nous avons en magasin? Alors vous avez, on l'a dit... Donc la forêt est géniale, la forêt c'est des balades en plus, en pleine nature. L'année dernière, enfin ça fait quelques années, mais on a lancé avec la communauté de communes l'année dernière un réseau cyclable dans la forêt, sur le territoire des Bertranges, qui vous permet effectivement de découvrir les différents villages en fait qui composent notre destination. Et donc il y a une application, donc c'est là où on n'est pas complètement déconnecté malgré tout, qui vous donne les principaux lieux. Et donc vous pouvez visiter Guérini, par exemple. Donc c'est le 2e site majeur de notre destination, qui est une ville industrielle. Le site remarquable, ce sont les Forges Royales, qui étaient fondées par Pierre Babou de la Chaussade au 18e. Donc il a acheté des forges qui existaient déjà sur place, et en fait il en a fait un empire industriel. Et autour de ces forges, la ville de Guérini s'est développée. Et aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a un vaste programme de rénovation et de valorisation de ce patrimoine industriel. Et en 2024, ils font partie maintenant d'un réseau européen, justement, de sites industriels, de patrimoine industriel à Guérini. Vous conseillez nos auditeurs la découverte en vélo? Vélo, c'est bien pour découvrir le territoire. Oui, on peut le découvrir à vélo, bien sûr. C'est top, ça s'y prête, là, mars, avril, juin. Alors après, on n'est pas sur du piste cyclable, on a développé un réseau de voies cyclables, et vous pouvez effectivement découvrir tous ces lieux donc à vélo. Pour revenir sur Guérini, donc vous avez un musée, les Forges des Marines, et donc qui retrace toute l'histoire en fait historique, toute l'histoire de la ville. Et vous avez des expositions qui sont faites tous les ans. Et l'année prochaine, cette année-là, donc à partir du 12 juillet, donc je vous donne une exclusivité. Un scoop. C'est top, puisque ce sera sur les maquettistes mariniers. Il faut savoir que le site des Forges Marines, c'est que c'est là été construit toutes les ancres et les chaînes pour la marine marchande et la marine militaire. Et la tonnellerie, c'est la forêt des Bertranges, hein? Alors la tonnellerie, elle est située à la Charité-sur-Loire, la tonnellerie Berthomieux, mais ça fait partie d'un groupe beaucoup plus large, le groupe Charlois, qui en fait, 3e génération, c'est un groupe important, puisque effectivement aujourd'hui le groupe est connu par rapport à la tonnellerie, c'est le 2e tonnelier de France, donc du monde, puisque les tonneliers français sont majoritaires sur le monde entier. Mais ce groupe développe, au départ c'était simplement le grand-père avait une scierie, puis après une méranderie. Alors la méranderie, c'est les mérins, c'est les pièces qui constituent le fût. Ah d'accord. Voilà, donc méranderie, puis après tonnellerie. Et le groupe Charlois s'est développé notamment aujourd'hui dans la chimie, dans la... Aidez-moi. On reviendra dessus. Oui, d'accord. Mais on trouvera. Et donc vous vouliez conclure ou pas, non? Oui, alors la forêt des Bertranges, c'est un poumon économique
pour le territoire. Oui, alors ça, et c'est en place autour de l'économie du bois. C'est considérable puisque la forêt est gérée par l'ONF. Et évidemment, il y a des coupes de bois, du chêne remarquables. Donc, notamment, il y a des chênes de la forêt des Bertranges qui ont permis de reconstituer Notre-Dame de Paris. Alors, avec beaucoup d'autres forêts, hein, on n'est pas les seuls. Et il y a même une maquette qui a été présentée à Guérigny, justement, une maquette qui représente Notre-Dame de Paris, sa charpente, qui a été exposée récemment dans les salles à Guérigny. Et ça montre aussi l'importance de la forêt d'un point de vue économique. D'accord. Philippe Lemoine, directeur de la Cité du Mot, rappelons les dates de cette manifestation. C'est le week-end de l'Ascension, 28 mai, 1er juin, avec une programmation, vous aimez dire, décalée. Quel était le thème de l'année dernière? Quel sera le thème cette année? Alors effectivement, le festival s'organise autour de mots clés, comme on les appelle, qui permettent comme ça d'explorer des choses différentes chaque année. L'année dernière, on avait envie d'être rebelle et d'avoir des décibels. Donc ça s'appelait Rebelle Décibel. On a parlé beaucoup de musique, il y a eu beaucoup de bandes dessinées aussi. Donc ça a ouvert à tout un public qui n'était pas forcément un public habituel, qui nous regardait peut-être de loin en pensant qu'on était un festival qui était lié au livre. Mais c'est pas le livre, c'est le mot. Donc Rebelle Décibel l'année dernière, c'était assez punk. Cette année, on part enquête en un mot ou enquête en deux mots. Et notamment, ça va nous permettre de passer pas mal de temps et de s'intéresser au roman noir, au roman policier, au polar. Ce sera une partie importante de la programmation du festival cette année, avec des expositions, avec des éditeurs présents, avec des auteurs présents, avec beaucoup de jeux de société, des jeux de rôle. Oui, c'est ludique parce que voilà, c'est bien. Quand on le fait, c'est mieux. Ça s'appelle le faire, c'est mieux. 28 mai, 1er juin, grand rendez-vous à la Charité-sur-Loire, à la Cité du Mot. On marque une pause, chers amis, et on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure consacré à la communauté de communes Les Bertranges, avec nos invités en Bourgogne et en Franche-Comté. Et Franche-Comté fait partie aussi, hein? Oui, voilà, le maire, il est très loin. On est hybride, hein? À tout de suite. Les Bertranges, terre des possibles, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous sommes avec nos invités, Henri Vallès, vice-président au tourisme à la communauté de communes et maire de la Charité-sur-Loire, Christiane Vavouille, présidente de l'office de tourisme de la communauté de communes Les Bertranges, et Philippe Lemoine, directeur de la Cité du Mot, installé dans ce magnifique prieuré clunisien à la Charité-sur-Loire. On va bientôt conclure cette émission, mais Philippe Lemoine, racontez-nous ce que c'est que cette histoire de rébus. Vous m'avez intrigué en me parlant au téléphone. Je dis mais il faut que je en reparle parce que j'ai rien compris. Quand on parle du mot sous toutes ses formes, le mot c'est aussi le rébus ou le rébus. Oui. Et effectivement, généralement chaque année on a des animations et des jeux autour des mots. Et cette année on a la chance d'avoir sur le territoire beaucoup de gens merveilleux et incroyables et qu'on découvre au fur et à mesure des années, et notamment quelqu'un qui travaille beaucoup sur les rébus et qui a décidé de créer une espèce d'usine à rébus, c'est-à-dire qu'il va récupérer des objets complètement hétéroclites dans les brocantes, etc. Et il les met sur une table, et avec ces objets, il se donne lui comme mission, et il donne mission aux gens qui viennent le voir d'imaginer des rébus. Donc si vous avez un œuf, on sait bien que les œufs sont assez utilisés dans les rébus. Oui. Donc un œuf, ça peut servir à faire quelque chose, une pelle, ça peut servir à faire quelque chose, une brosse, bref, vous prenez des objets et vous vous amusez à faire des rébus. Quand vous avez fait votre rébus, vous prenez la photo, et votre photo se retrouve exposée petit à petit pendant le festival. Donc lui arrive avec une quinzaine de rébus qu'il a préparés avant le début du festival, et puis pendant les 4 jours du festival, l'exposition s'enrichit des rébus qui ont été imaginés et trouvés par les gens qui sont passés. C'est très ludique le festival, c'est un centre culturel, on peut dire ça. C'est aussi une cité du mot. La cité du mot, effectivement, la cité du mot, c'est toute l'année. Au départ, il y avait le festival du mot, qui était un festival qui était effectivement sur les 4 jours du mois de mai, et la volonté, au fur et à mesure que le site a été sorti de terre finalement, a été restauré, ça a été d'en faire un centre culturel qui soit ouvert toute l'année. Donc on a parlé beaucoup du festival aux 4 coins du mot, et j'en suis ravi, et j'espère que beaucoup de gens viendront jusqu'à chez nous autour de l'Ascension. Mais on a aussi toute une saison d'été, ça s'appelle Voilà l'été dans la cité, qui dure 3 mois, où là on met en valeur et on met en scène tout le patrimoine de la ville, puisqu'on a parlé de la ville d'art et d'histoire. Donc et là c'est le patrimoine historique, c'est aussi le patrimoine naturel, c'est aussi le patrimoine ancien et moderne, ou le patrimoine qu'on appelle immatériel, c'est-à-dire que les mots, les coutumes, les usages sont aussi du patrimoine
patrimoine. Et puis on a également à la Cité du Mont un autre festival qu'on organise sur tout le mois de novembre, qu'on appelle Grand Chemin, qui est un festival qui a lieu pour le coup sur l'ensemble de la communauté de communes et du département, puisqu'il y a une quinzaine de communes du département qui sont partenaires. Et là, c'est une invitation au voyage. Et il y a beaucoup de choses qui sont des activités culturelles, mais aussi des activités sociales, des repas partagés, des rencontres, des discussions. Bref, on essaye d'être présent au maximum tout au long de l'année et le plus largement possible sur le territoire. On est d'accord pour dire autour de cette table qu'il n'y a pas de désert culturel quand on ne veut pas qu'il y en ait. Charité-sur-Loire et dans les Bertranges, c'est vraiment pas un désert culturel. On entend souvent les gens dire la Charité, va falloir encore décider ce qu'on fait. Ah oui. Parce qu'il y a quand même à la Charité un théâtre, un petit théâtre minuscule, mais qui est un très très beau lieu. Il y a un cinéma, cinéma d'art et d'essai, et pas que, qui est ouvert toute l'année. Il y a une vingtaine d'associations culturelles qui sont actives toute l'année et qui proposent des rendez-vous. Il y a un conservatoire de musique, conservatoire intercommunal également de musique. Donc il y a énormément de choses uniquement à la Charité. Et puis on a parlé de Guérigny, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Prémery, Nanay, Beaumont-la-Ferrière, bref, il y a plein de villes et de villages qui organisent des activités culturelles. Il y a vraiment une diversité qu'on n'imagine pas quand on la voit d'ici. Non, c'est vrai, il y a un dynamisme et une créativité. Et les gens sont très à demande de ça dans nos territoires. Oui, et il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'associations. C'est très, à chaque fois dans cette émission, on leur passe le bonjour et on les remercie parce qu'en France, rien ne se fait sans les bénévoles et le monde associatif. On est d'accord, monsieur le maire, hein ? Oui, c'est une grande fierté. On a des conventions avec plus de 100 associations. Voilà, très bien. Pour montrer la dynamique associative dans nos territoires et en particulier dans le domaine de la culture. Le théâtre des Forges Royales de Guérigny, il faut vraiment insister, c'est aussi une programmation annuelle avec Nathalie Jadot, sa directrice, avec une programmation remarquable également. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que nous avons encore comme visite possible sur le territoire, les communes ? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de patrimoine bâti, on a parlé beaucoup de culture, de festivals. Et en fait, on a aussi un patrimoine naturel. Ah oui. On a parlé de la forêt des Bertranges, mais il n'y a pas que la forêt des Bertranges. Les îles sur la Loire, magnifique. Les îles, mais en fait, quand vous allez dans les Bertranges, quand vous vous baladez, vous découvrez, on n'en a pas parlé encore, c'est Prémery. Et autour de Prémery, vous avez les Mardelles, qui est un site classé, qui est protégé, et où vous retrouvez une faune endémique, en fait, des Bertranges. Et au détour des chemins, en fait, vous découvrez d'autres villages. Donc, vous trouvez aussi des châteaux. Donc, vous avez le village d'Artel, par exemple. Vous avez beaucoup de lavoirs. Je sais que vous aimez bien les lavoirs. Vous aimez bien aussi les... Comment vous savez que j'ai une passion pour le lavoir en France ? Voilà. Et en l'occurrence, on a un lavoir bibliothèque sur le chemin de Saint-Jacques, donc pour les pèlerins. Sur leur parcours, ils peuvent s'arrêter sur les lavoirs. Un fromage que je peux manger à la Charité. Alors, il n'est pas de chez nous, mais il est de chez nos voisins. Oui. Moi, que j'affectionne particulièrement, c'est le Chavignol. Le Chavignol, d'accord. Voilà. Un vin que je peux boire ? Les Côtes de la Charité. D'accord. Alors ça, c'est une vraie découverte. Alors, Henri a parlé tout à l'heure du Chardonnay et du Pinot Noir. Et moi, je rajoute le Pinot Bureau, qui est un vieux cépage bourguignon. C'est pour dire qu'on est vraiment dans l'ancrage bourguignon. Sur les coteaux de la Charité ? Oui. Sur les coteaux de la Charité. Alors, c'est pas la production la plus importante. En revanche, il a vraiment les caractéristiques d'un vin de Bourgogne. Puisque, là, aujourd'hui, on est en Centre-Val de Loire au niveau de la classification. Ce qu'on appelle aussi le Pinot Gris dans d'autres régions. Les vins de Val de Loire, pardon. Mais le Pinot Bureau est vraiment très, très intéressant. Moi, je l'ai découvert en arrivant... donc dans mon nouveau lieu de vie, et que je recommande à tous mes visiteurs, avec modération bien entendu. Évidemment. Un peu de no-tourisme possible ? Oui. Vous avez Vinitour, qui propose des visites dans les Côtes de la Charité, mais également sur Pouilly, sur Loire et sur Sancerre. D'accord. Monsieur le maire, quels sont les grands axes de développement ? Dans 5 ans, je reviens à la Charité-sur-Loire, vous me direz, là j'ai réussi, je suis content, c'est quoi ? C'est quoi les enjeux ? Écoutez, les grands atouts qui sont les nôtres, on les a énoncés, bien évidemment. Le patrimoine historique en particulier. Un petit mot sur l'église ? Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'église. Bien évidemment, et on a aussi, je vais en parler tout de suite, dans le développement de notre territoire, on a évoqué la forêt des Bertranges, mais on a un pôle bois au niveau économique extrêmement important sur la zone d'activité à la Charité. Deuxième transformation du bois, ça peut être des maisons structures bois,
ça peut être de l'aménagement intérieur, ça peut être du mobilier de jardin. Enfin, on a 4 ou 5 entreprises remarquables en dehors de la tonnellerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, nous, on accompagne les entreprises qui d'ailleurs maintenant ont été rachetées par des groupes d'envergure nationale. Une caisserie pour les œuvres d'art notamment, qui travaille avec le mot c'est avec le Louvre. Le mot c'est cosmétique. Avec le Louvre. Alors, c'est le Louvre. Là c'est le Louvre. Alors on va en parler avec cosmétique, mais tout à l'heure, oui, le groupe Charlois, ils se sont lancés dans la cosmétique du bois. Ils ont une ligne de cosmétique qui s'appelle la Chênaie. Et qui est développé notamment à Paris 16e, entre autres. C'est donc des produits de haut de gamme. Et ils sont dans la diversification. Ils veulent faire aussi du tourisme de grand luxe, etc., etc. Effectivement, moi, j'aurais vraiment beaucoup de fierté dans 3, 4, 5 ans si on arrive à développer cette économie locale autour du bois. Et puis, évidemment, quand on aura installé de manière pérenne notre cité du mot. Ça, c'est extrêmement important. Là, avec Monsieur Lemoine. À peu près 2-3 ans encore de travaux. Et là, on pourra vraiment recevoir avec un auditorium, avec un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, pour permettre aux visiteurs de comprendre, quand ils arrivent à la Charité, quelle est l'histoire de cette ville et comment elle s'est construite. Il y a de nombreux moments importants dans l'histoire de la Charité, en dehors de l'histoire exclusive des Clunisiens. On était une place forte protestante avec La Rochelle, Cognac et Montauban, la Charité-sur-Loire. Place forte protestante, c'est aussi un moment fort de notre histoire. Et puis on a un mercenaire, Périnet-Gressard, qui a débouté Jeanne d'Arc quand elle a fait le siège de la Charité. Enfin, il y a tout un tas de petites et de grandes histoires qui peuvent être racontées, évidemment, avec aussi tous les vestiges qu'on a trouvés dans les différents travaux. Donc tout ça, ça sera en place dans le prieuré et donc dans le cadre de la Cité du Mot vraiment installée. Et puis, évidemment, moi, je suis très fier quand on aura fini de rénover notre magnifique église qui est classée au patrimoine mondial, au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc avec d'autres sites situés sur ce circuit. Et là, si vous additionnez tout ça pour une ville qui a un budget de l'ordre de 8 ou 9 millions d'euros de fonctionnement annuel, on va être sur des investissements là sur les 3-4 ans entre l'église et le prieuré autour de 12, 13, 14 millions. Donc c'est un gros investissement, c'est de la recherche de subventions et puis c'est surtout à l'arrivée le bonheur absolu des visiteurs qui vont pouvoir bénéficier de ces lieux incroyables. N'oublions pas les remparts. Et là, j'invite les gens qui vont venir nous voir à la Charité-sur-Loire. Vous pouvez déambuler sur les remparts et de là, vous voyez la cité du mot, la ville telle qu'elle a été construite autour du prieuré. Vous avez évidemment la vue sur la Loire et sur cette vallée de la Loire. Et là, on a pour du grand public vraiment des choses tout à fait accessibles, très simples et très très remarquables en termes de visiteurs à la Charité. Philippe Lemoine, le mot de la conclusion sera pour vous. Vous êtes directeur de la Cité du Mot. Quels sont les 3 mots que vous garderiez pour qualifier la communauté de communes Les Bertranges, la Charité-sur-Loire, le territoire? Je dirais qu'elle est généreuse. Généreuse. Elle est surprenante. Surprenante. Et elle est attachante. Et attachante. Et vous, Madame Pavouille, Christiane, 3 mots aussi pour qualifier votre territoire. Alors, moi, je disais fascinante. Fascinante, très bien. Voilà, pour la Charité-sur-Loire. Parce qu'effectivement, elle fascine par son passé. Énergisante. Oui, parce pas mal. Effectivement, on a beaucoup d'énergie au niveau des habitants, parce qu'il faut quand même en parler, c'est quand même les habitants qui font le territoire, le dynamisme du territoire, et ressourçante. Je parlais de Prémery tout à l'heure, qui est notre station verte, et je fais juste un petit mot, donc parce que je salue vraiment le travail de la communauté de communes qui offre beaucoup d'activités. Alors on parlait on parle beaucoup de culture, mais on a aussi des activités un peu plus ludiques, les apéros biodives. Et voilà, donc on vous invite aussi à venir découvrir nos petites pépites. Avec grand plaisir. On trouve toutes les informations sur le site de tourisme. L'Office de tourisme de la Charité-sur-Loire. Charité-sur-Loire. Et enfin, 3 mots rapidement, monsieur le maire, pour votre territoire. Moi, je dirais modernité. Modernité. Accueil. Accueil. Et
Il va le trouver. Cosmétique. Cosmétique. Merci beaucoup à tous pour cette belle émission. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Elle était consacrée à la communauté de communes Les Bertranges. Bonne soirée, salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gickel. Avec Les Bertranges, terre des possibles.